19 mars 2012, une date que l'on n'oubliera jamais. Mohamed Merah tuait 4 personnes, Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam, un adulte, 3 enfants devant l'école juive Ozara Torah à Toulouse. Récemment, nous avons pu enfin découvrir de nombreux témoignages d'élèves présents ce jour-là, de parents et de professeurs, grâce à Jonathan Chetrit, ancien élève de cet établissement, témoin de l'attentat et auteur du livre Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozara Torah par ceux qui l'ont vécu, édité par Albin Michel. Merci Jonathan de nous avoir rejoints dans les studios d'Allogie le Live. Merci à vous. Et merci Orly d'être restée avec nous. Voilà. Je rappelle que tu es la sœur de Eva Sandler. Donc il y a 205 pages au total dans lesquelles Aaron, Samuel, Clara, Elodie, Sharon, enfin de nombreux élèves, de parents, de professeurs ont accepté de raconter. Alors j'imagine que ça n'a pas été facile de solliciter toutes ces personnes, de rédiger, de se remémorer aussi tous ces souvenirs. Humainement parlant, Jonathan, comment tu as vécu l'écriture de ce livre ? Ça a été un processus très long, pas toujours évident. Mais nécessaire. C'est ce que je dis depuis le début. J'avais vraiment envie de mettre en lumière ce qui s'est passé le 19 mars 2012 et qu'on puisse se rappeler des victimes et qu'on puisse avoir une trace écrite de ce qui s'est passé, mais aussi, je pense qu'on en parlera, mais à la fin du livre, on revient sur qui étaient ces personnes, qui étaient Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Et je pense que c'est ce qui m'a porté pendant tout le processus d'écriture. C'était pas évident, il a fallu recontacter d'abord beaucoup d'élèves et il y a eu des échanges pour parfois essayer de les convaincre de témoigner. Puis ensuite, la phase d'écriture qui a été quand même longue. Il fallait à chaque fois écouter les témoignages des élèves, puis les retranscrire. Et après, il y avait une navette qui se mettait en place entre l'élève et moi-même pour s'assurer que le témoignage soit fidèle de ce que la personne avait vécu. Alors, du coup, j'aimerais revenir un peu en arrière, le jour J. Ça devait être un jour comme les autres à l'école Ozara Torah. Donc toi, tu avais 17 ans, tu étais interne dans cet établissement. Tu allais te rendre à la synagogue pour la prière du matin. Et puis, tu as entendu des coups de feu. Tu t'es caché dans la réserve de l'école. Est-ce que tu peux raconter, voilà, pour les auditeurs d'Allogie, ce qui s'est passé exactement à ce moment précis ? Comme tu l'as dit, la journée commence de façon très, très classique. C'est un lundi matin comme un autre. Donc je me réveille, je vais à la douche, je descends prendre mon petit déjeuner parce que je suis interne, donc tout se passe, on vit au sein de l'établissement, donc je descends au petit déjeuner et ensuite je me dirige vers la synagogue pour commencer ma prière. Et il doit être 8h moins 5 quand il y a des coups de feu, sauf qu'à ce moment-là, je suis à des années-lumière d'imaginer que c'est des coups de feu. Et pour moi, c'est des pétards parce qu'il y a eu la fête de Pourim quelques semaines avant, donc on est encore dans cette joie finalement. Et je regarde à travers la porte vitrée, parce que je suis vraiment proche de l'entrée de la synagogue, et la porte vitrée me donne une vue dégagée sur la cour de l'école. Et à ce moment-là, je le vois entrer. Et pour moi, c'est un coursier qui vient déposer un colis pour un élève ou pour une autre personne. Mais en tout cas, je peux pas encore comprendre ni imaginer ce qui est en train de se passer. Et les coups de feu retentissent encore à nouveau. Et pour le coup, c'est plus une rafale, mais c'est des coups de feu bien distincts qui se font entendre. Et j'essaye de comprendre à travers la porte vitrée. Il commence à y avoir un peu d'agitation dans la cour. Il y a des élèves qui commencent à se mettre à courir. Je vois des choses. Je dis souvent que le cerveau joue des tours et que les souvenirs peuvent parfois être difficiles à reconstituer. Mais en tout cas, voilà, il se passe ce qui se passe. Et à ce moment-là, la CPE arrive en hurlant et en disant « il y a un tireur dans l'école, il y a un tireur dans l'école ». Donc je sors à sa rencontre et à mi-chemin, en fait, je vois une forme au sol qui s'avérera être Myriam plus tard, mais j'ai un peu du mal tout de suite à comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Mais par contre, je réceptionne l'information qui est « il y a un tireur dans l'école ». Et à ce moment-là, je rentre dans l'opérationnel. Il n'y a plus de sentiments et il n'y a plus de... Tout est coupé, il faut juste agir, il faut réagir. Et je vais tout de suite voir le directeur de l'école, Rav Monsonego, en lui disant « il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague ». Et j'en parle dans le livre d'ailleurs, et je dis que c'est un moment très compliqué parce que... C'est son père. C'est le père de Myriam. Je pense que j'ai pas encore vraiment percuté qu'il s'agissait de Myriam, et tout va tellement vite. Et je le dis dans le livre, je m'en veux parce que je l'envoie vers sa fille.
Et donc il sort, il se retrouve face à cette horreur. Et, et moi, de l'autre côté, je me dis qu'il faut, encore une fois, qu'il faut mettre en sécurité un maximum d'élèves, ou en tout cas empêcher aux élèves de voir les corps à l'extérieur, etc. Donc on sort par l'issue de secours, qui est de l'autre côté de la synagogue, avec des élèves, un enseignant. Et à ce moment-là, c'est le premier moment déjà où on peut prendre nos téléphones et appeler la police et les pompiers, parce que jusque-là, on était encore trop pris par ce qui venait, par ce qui venait de se produire. Et donc on appelle la police, les pompiers, les lignes sont saturées, c'est un bazar monstrueux. Il y a les voisins qui nous regardent en face, on leur demande d'appeler la police et les pompiers, mais eux aussi n'arrivent pas à les joindre. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'idée, mais je suis pas seul à avoir cette idée. On sait qu'il y a une réserve dans un autre bâtiment de l'école, et donc très vite on se dit on va dans la réserve. Il y a une chance sur deux que la porte soit ouverte, parce qu'il y a une porte qui permet d'y accéder depuis l'extérieur. On a beaucoup de chance parce que cette porte est ouverte. Donc on court dans cette réserve. Et à ce moment-là, moi, c'est le premier moment où je peux enfin appeler ma sœur, parce que j'ai pas eu le temps de prévenir mes proches jusque-là. Et donc j'appelle ma sœur en lui disant qu'à mon sens, c'est terminé, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore d'informations très précises. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un tireur dans l'école. En tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis comme information. Je sais pas s'il est seul ou s'ils sont plusieurs à être venus. Je sais pas s'il est reparti. Et donc j'appelle ma sœur dans la panique, ça dure quelques secondes. Je lui dis juste qu'il y a un tireur dans l'école, que je sais pas que je sais pas ce qui va se passer, et que je l'aime. Et voilà, c'est un appel d'adieu plus qu'autre chose. Et toi, Orly, comment tu as pris connaissance de cet attentat ta sœur t'a appelé tout de suite. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, bizarrement, la veille de l'attentat, j'ai, comme dans ton livre, Jonathan, d'ailleurs, je te remercie pour cet ouvrage, ce recueil de mémoires, c'est très important, des prémonitions toute la nuit, des mauvais sentiments, je ne sais pas. Et le matin, je vais travailler, je suis au bureau avec mon frère et il y a une affiche BFM, tuerie dans une école juive de Toulouse. Et là, blocage complet, mon cerveau, il s'arrête et je dis... tuerie dans une école juive à Toulouse, ça va pas tomber sur nous. Voilà. Je sais pas, une phrase qui veut rien dire, parce qu'on sait que s'il y a une tuerie, peu importe sur qui ça tombe, ça fait de la peine. Et là, c'est pas possible, ça va pas être nous. Et puis j'appelle Eva, et voilà, et elle m'annonce le pire. Alors c'est vrai qu'au Zaratora, c'est une petite école, tout le monde se connaissait, les grands élèves fréquentaient les petits. Toi, Jonathan, tu étais quand même le plus grand, tu allais passer ton bac. Est-ce que toi, tu les connaissais intimement, Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam? Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Jonathan, Harry et Gabriel quasiment un an avant, au mois de juillet, en juillet 2011. Et de passer beaucoup de moments avec eux. J'ai eu la chance de les garder plus d'une fois. Et je raconte ça dans le livre, c'est qu'il y avait 2 Jonathan à l'internat. Enfin, le surveillant de l'internat s'appelait Jonathan et moi-même. Et quand Eva disait à Harry et Gabriel, il y a Jonathan qui vient vous garder ce soir, ils demandaient toujours c'était lequel des 2 Jonathan. Mmh. Et quand je tapais à la porte et qu'ils ouvraient la porte, ils disaient ah, c'est toi, Jonathan. Ils étaient contents. Et j'ai gardé cette image en fait de ces enfants. J'ai eu vraiment, pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir pu les côtoyer, d'avoir pu échanger avec Rav Sandler, je l'appelle toujours comme ça, c'est Rav Sandler, voilà, c'était un enseignant, c'était comme un grand frère pour nous, il était très présent, il était vraiment dévoué, il avait toujours de bons conseils, il était toujours là pour tempérer quand il y avait des disputes ou quand il y avait quand on pouvait être un petit peu en colère parce que, je sais pas moi, parce qu'on se disputait entre copains, ou le samedi 17 mars, après Shabbat, j'ai parlé avec Jonathan pendant très longtemps parce que je voulais absolument sortir de l'internat. Et Rav Monsonego me l'interdisait parce qu'on avait passé un Shabbat plein à l'école et il considérait qu'on avait suffisamment profité pour sortir le samedi soir. Sauf que moi, j'avais un anniversaire, je comptais à tout prix y aller. Et Rav Monsonego me refusait catégoriquement et je raccroche et je suis en train de m'énerver et je dis ça me saoule, j'ai envie de sortir, je comprends pas. Et Rav Sandler, il entend et il vient me voir, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui dis rien, j'ai envie de sortir, j'ai un anniversaire, Ramon Sonego il veut pas. Et tout de suite il a vu que j'étais énervé, il m'a dit mais tu sais, c'est pas grave, faut pas t'énerver, tu sais la colère c'est un vilain défaut, il faut tempérer les choses, essaye de voir le bon côté, regarde c'est vrai qu'on a passé un bon Shabbat, peut-être que si tu rappelles Ramon Sonego dans un quart d'heure il sera
plus clément. Et il était toujours là à vouloir nous donner des conseils avisés. Il avait toujours cette bienveillance à l'égard de tous les élèves. Et c'est vraiment des souvenirs qui ne me quittent pas aujourd'hui. Et Myriam, c'est pareil. Alors Myriam, ce qui est incroyable, c'est qu'elle était petite, elle avait 8 ans, mais elle avait une pudeur incroyable. Donc elle n'était pas forcément très proche des garçons, elle gardait ses distances avec les garçons. Et quand moi j'essayais d'aller la voir pour la taquiner un peu, elle se mettait en retrait ou elle partait se cacher derrière sa mère. Et donc ça empêchait, entre guillemets, de nouer des relations comme j'ai eu la chance de le faire avec Harry et Gabriel. La différence, c'est que Myriam, je l'ai vu grandir. Je suis arrivé à l'école, elle avait 3 ans, c'était un bébé. Et donc je l'ai vu grandir à travers le temps. Et j'ai eu l'occasion de la garder aussi, passer beaucoup de moments avec elle. Et forcément, enfin, c'est 10 ans après, c'est toujours compliqué. Voilà, je regarde leurs photos, c'est toujours difficile de. On se rend pas compte. Enfin, on se dit c'est un truc de fou. Ouais. Alors, ces 4 magnifiques personnes sont parties à cause d'un homme dont tu ne mentionnes pas vraiment dans le livre, parce qu'on peut lire le terme assassin ou tueur, et pas vraiment Mohamed Merah. Alors, pourquoi t'as pas eu envie d'écrire son nom Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je le précise souvent, j'ai absolument pas donné comme consigne aux personnes qui témoignent de ne pas citer son nom. Certains l'ont fait, mais je sais pas, ça doit être 2% des élèves qui ont témoigné qui l'ont cité peut-être une fois, mais personne d'autre ne l'a cité. Et j'avais cette volonté de ne pas le faire apparaître parce que c'est même pas une question de haine ou de colère ou de vengeance de dire voilà, je te mets pas. C'est plus qu'il a rien à faire dans ce livre, que son nom ne mérite pas d'être inscrit sur le papier et de perdurer dans le temps. Le but de ce livre, c'est quand même de remettre les victimes au centre. On a beaucoup parlé du tueur pendant ces 10 dernières années. Le nom de l'affaire, enfin l'affaire porte son nom. Et j'aime préciser quand même que c'est une des seules affaires où on a le nom du tueur qui est mis en lumière. On parle de l'affaire Ilan Halimi, on parle de Sarah Halimi, on parle du Bataclan, on parle de Charlie Hebdo, on parle d'Hyper Cacher. On parle on parle des lieux ou des personnes qui ont été tuées, et heureusement, on parle même de l'affaire Mireille Knoll, mais on parle de l'affaire Merah, et ça me dérange, et c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer de rectifier. Alors, je dis pas que ça va être possible comme ça, juste avec un livre, mais j'avais cette volonté de plusieurs fois même remettre le nom des victimes, que le nom de Myriam, Harry, Gabriel et Jonathan puisse revenir, et qu'il y ait même une redondance, et que les gens à la fin soient imprégnés de leur nom et sachent de qui on parle, et sachent un tout petit peu, ou en tout cas puissent commencer à percevoir qui ils étaient. Et je pense les Français en général, quand ça s'est passé, il y a eu cette distance qui a été marquée parce qu'on a identifié les victimes comme des juifs, alors que c'est des enfants avant d'être des juifs. C'est des enfants français au sein d'une école de la République. On a dit école juive, mais c'est une école de la République française sous contrat de confession juive. Et je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Les militaires qui ont été tués avant, pareil, on n'en parle jamais. Et moi, j'aime en parler, j'aime citer leurs noms au même titre que je cite Myriam, Marie, Gabriel et Jonathan. Mais il y a Imadi Benziaten, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad, Loïc Libert qui a été blessé et qui est aujourd'hui tétraplégique, et on les oublie trop souvent. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient militaires, et qu'à mon avis, en 2012, quand ça s'est passé, les Français se sont dit, ils s'attaquent à des militaires, ils ne s'attaquent pas à une personne lambda comme moi derrière mon poste, devant ma télé, derrière ma télé. Et c'est le problème. Et tous ces facteurs ont conduit les Français à mettre une grande distance entre le mois de mars 2012 et eux-mêmes, et à passer outre. Et malheureusement, quand après il y a eu les attentats, la vague d'attentats en 2015, etc., et que les Français disaient c'est la première fois que la France est touchée de cette manière-là, c'est pas vrai. 2012, ça a été la première fois. C'est juste que c'était beaucoup plus simple de parler de loups solitaires et de crimes, de tueurs comme ça, indépendants, etc., qui s'est réveillé un matin et qui a fait ça seul dans son coin, mais c'est faux. C'est vrai que les médias n'ont pas assez bien propagé l'information. On voyait que Merah sur les bandeaux, sur toutes les chaînes. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci d'avoir appelé les noms des soldats qui ont été tués aussi. Donc, le premier procès, il s'ouvre le 2 octobre 2017. Il va durer plusieurs semaines. Je voulais savoir comment, toi, Jonathan, Orly, comment vous avez vécu au jour le jour ce procès, voilà, en quelques mots. C'était très difficile.
J'avais Eva tous les jours au téléphone, la peur de ce qui allait sortir à la fin de ce procès. Et le témoignage aussi, quelque chose de très difficile, d'aller affronter la famille. J'ai trouvé un petit peu vide le banc des accusés, franchement. Voilà, c'était très difficile. Et toi, Jonathan ? Je rejoins Orly sur ce qu'elle dit. Enfin, après, je te complète et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Mais moi, j'avais quand même j'attendais pas de comprendre. Parce que l'acte, il ne s'explique pas, il ne s'excuse pas. On ne pourra pas trouver d'excuses à ce qu'il a fait, on ne pourra pas trouver de circonstances atténuantes. Ce n'est pas dans cet état d'esprit que j'ai été. Par contre, j'avais besoin de comprendre qui il était et comment, en fait, un homme qui naît au sein d'une famille, comme tout le monde, termine par devenir un tueur qui se lève un matin et qui va abattre de sang-froid des enfants. Alors, je rappelle, pendant le procès, c'était pas Mohamed Merah, c'était son frère. C'était son frère qui a été jugé, mais heureusement que c'est tout le contexte familial qui est pris en compte. On ne juge pas finalement une personne sortie du contexte, mais on la replace vraiment dans un contexte presque historique, parce qu'on retrace sa vie depuis son enfance jusqu'au jour où il est présent en cour d'assises. Donc c'est vraiment très complet comme travail. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a eu quand même un vrai travail de la part des enquêteurs, etc. Ils ont travaillé pendant de longues années, pendant 5 ans avant. Et le procès m'a permis, moi, pour ma part, de comprendre un peu mieux. Et j'entendais un témoignage d'un rescapé de la Shoah qui disait, quand un enfant est né, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, quand un enfant est né, qu'il soit blanc, noir, gris, orange, violet, jaune, ce que vous voulez, il naît, il connaît pas la haine, il connaît pas l'antisémitisme, il connaît pas la haine de l'autre. Il naît, en principe, dans un foyer où il est supposé recevoir de l'amour et ensuite apprendre à grandir normalement, même si ce mot... pourrait engendrer plein de définitions, mais grandir normalement et faire une vie normale. Et ce procès, ça m'a permis d'avoir des réponses quand même, de comprendre. Suite à l'appel, donc en 2019, cet homme donc, a pris 30 ans, le frère de Mohamed Merah a pris 30 ans pour complicité. Est-ce que vous étiez soulagé de cette délibération ? J'étais surtout soulagée de voir que finalement, on a compris en fait notre douleur. De le condamner, c'était comprendre notre douleur. Moi, je ne cherchais pas non plus j'ai pas eu du tout ton point de vue de chercher à comprendre. Non, je voulais juste qu'on comprenne notre peine, ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a enlevé à cause de la haine, et que ça soit puni, en fait. On a enlevé des enfants, de la joie dehors, de la lumière. C'était pas normal. Donc, au moins, la condamnation, pour moi, c'était un soulagement. L'école aujourd'hui s'appelle Ortora, c'est ce que j'ai lu. Oui. Est-ce que tu es retourné là-bas, toi, Jonathan, depuis ? Ouais, je retourne très souvent à l'école. J'ai gardé cette habitude-là depuis toujours. Le 19 mars 2012, j'étais encore scolarisé au sein de l'école. J'ai passé les 3 derniers mois là-bas, j'ai passé mon bac. Et dès l'année d'après, j'ai commencé à faire des allers-retours entre Paris et Toulouse parce que j'ai gardé beaucoup d'amis toulousains, que j'entretiens... des relations avec le directeur, avec son épouse, etc. Donc je continue d'aller à Toulouse, passer des Shabbats chez eux. On a gardé des liens et donc j'ai ce besoin presque vital de retourner là-bas très souvent. Alors comment vont-ils Rav Monsonego, Yafa et puis Eva ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont une force et un courage hors norme. Je te laisserai parler d'Eva, mais je peux... en tout cas, ce que je dis là, ça vaut bien évidemment pour Eva, mais tu en parleras bien mieux que moi. Mais voilà, le directeur, Rav Monsonego, était déjà directeur au moment des faits. Il a décidé de rester. Et il a cette mission presque aujourd'hui, finalement, de... Voilà, il est toujours présent. Il se bat pour ses élèves. L'école continue de vivre. L'école est pleine de vie et pleine de joie. Quand j'y retourne, forcément, il y a toujours une pensée qui me traverse l'esprit de me dire c'est incroyable. Il y a des élèves qui sont en train de faire un foot dans la cour et ça paraît irréel. Et en fait, c'est la force de Rav Monsonego et de son épouse Yafa qui portent l'école avec tellement de force et de dignité. Tout est fait finalement dans la discrétion. Rav Monsonego, on l'entend pas, on le voit pas, mais c'est lui qui tient toute l'école d'une main de maître. Et il y a Yafa derrière lui qui est incroyable.
et qui gère aussi tout ça avec lui. Et je pense que personne ne me contredira, mais on leur doit aujourd'hui notre réussite en tant qu'ancien élève de l'école. Là, je le dis souvent, je lui dois ma réussite à lui et son épouse. Et c'est le cas pour beaucoup d'anciens élèves de l'école. Et comment va ta petite sœur, Eva ? Alors, elle se reconstruit. Elle a fait sortir beaucoup de lumière de tout ça, de cette tragédie. Au début, c'était très dur parce qu'on la voyait députée anéantie. Je me demandais comment elle allait se relever. J'imaginais même pas qu'elle allait se relever. Et elle s'est accrochée un jour. Voilà, elle s'est levée en disant « Je vais continuer à les faire vivre. Je ferai sortir de la lumière. Ils seront là tout le temps. » Et franchement, elle est incroyable. C'est une force, voilà, de faire sortir la vie de ce drame. Alors, en parlant de lumière, le 8 mars prochain, Eva va organiser le grand gala du Bette Sandler, en mémoire de son mari, de ses enfants. Ça fera 10 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, le Bette Sandler, c'est le combat d'Eva, donc pour qu'ils leur nom soit éternel et qu'ils ne soient pas tués comme l'aurait voulu l'assassin. C'est plusieurs actions qui sont faites en leur mémoire. Alors, en premier, c'est l'étude, parce que Jonathan aimait beaucoup étudier. Voilà, transmettre la Torah. Des après-midi récréatifs pour les enfants, au nom de Gabriel et Jonathan et Arié. Pour Myriam, il y a des cours pour femmes et beaucoup d'actions sociales. Beaucoup d'aide pour les familles nécessiteuses, les familles monoparentales, puisque Eva s'est retrouvée dans ce cas-là, toute seule avec un enfant. Donc, ils aident au Bette Sandler énormément les familles monoparentales. Voilà. Elle dit tout le temps, cette main qu'on m'a tendue, je la retends à nouveau. Voilà. C'est le Bette Sandler. Le gala, c'est le 8 mars. Et il y a toujours des places et on peut tout soutenir. C'est très important de soutenir. D'accord. Donc, en tout cas, on va partager l'info ici sur Allogie le Live. Et toi, Jonathan, les fonds de ce livre vont être reversés à 2 associations. Oui. Lesquelles ? Alors, 50% des bénéfices sont reversés à l'association de l'école, donc Ozara Torah, mais aujourd'hui hors Torah. Et les 50% restants sont reversés au Bette Sandler. Voilà, je voyais pas les choses autrement depuis le début. Avant même qu'il y ait un projet de publication dans une maison d'édition, j'avais dit si je fais un PDF que je transmets comme ça et que je vends, je le vends 10 €, je fais 5,5. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un livre qui est publié en maison d'édition et tous les bénéfices seront reversés aux 2 associations. Une belle maison d'édition, Albin Michel, je le rappelle. Il y a aussi une grande commémoration qui va être organisée à Toulouse le 20 mars prochain, en présence d'Emmanuel Macron, du président israélien, des familles, de nombreuses personnalités. Est-ce que tu seras présent, toi, Jonathan ? Oui, j'ai pris l'habitude de m'y rendre chaque année, parce que le 19 mars 2012, ça reste une date très douloureuse, mais très importante. Et je suis resté une fois à Paris, je le regrette encore aujourd'hui. Donc le 19 mars 2012, il faut être là-bas. Ouais. Ah, c'est vrai que ça fait 10 ans. L'attentat, il s'est déroulé dans une école de la République française. Alors, j'ai vu pas mal d'interviews où tu disais que les institutions ne vous ont pas assez bien encadré, notamment du point de vue de vos droits. Est-ce que tu peux développer ça un petit peu ? Quand un acte comme celui-ci se produit, en principe, il y a beaucoup de processus qui s'enclenchent, sauf qu'il faut en avoir connaissance. Et en principe, c'est l'État qui, justement, prend la tâche avec les personnes concernées. Et je dis ça parce que ça s'est passé ensuite pour Hyper Cacher, Bataclan, Charlie Hebdo, et c'est tant mieux. C'est pas une critique, au contraire, les choses ont évolué. Mais en mars 2012, c'est vrai que pas grand monde est venu nous voir. On a eu, heureusement, une cellule psychologique qui a été mise en place au sein de l'école. On avait cette liberté d'y aller ou pas. Il y a des psychologues qui sont restés quand même assez présents dans l'établissement les semaines, voire les mois qui ont suivi l'attentat. Mais notre grand regret finalement à beaucoup d'élèves, c'est d'avoir appris 5 ans après, pour ma part, moi je l'ai appris par le biais d'une association de victimes de terrorisme au procès, en discutant avec une jeune femme qui était là et qui retranscrivait le procès. Elle me dit « Mais est-ce que tu sais que tu as le droit à être pupille de la nation ?» Et pour moi, pupille de la nation, c'est un statut vraiment à part entière et je ne pouvais pas y prétendre. Et en fait, elle m'explique que les victimes de terrorisme ont le droit à ce statut. C'est un statut qui donne quand même, qui aide beaucoup, notamment quand on est étudiant, qui va aider pour, débloquer des bourses, pour faire des prêts pour ses études, pour passer son permis. Il y a des aides quand même, et c'est pas tant pour l'argent ou pour avoir cette aide financière.
c'est absolument pas l'esprit, mais c'est plus se dire on aurait pu être plus soutenu, parce que finalement, si on avait été au courant de ses droits, ça veut dire que derrière, il y aurait peut-être eu un encadrement un peu plus fort de la part des institutions et des autorités, etc. Et en fait, il y a pas eu ça, et il y a eu personne, et c'était nous, avec nos difficultés et notre douleur, et notre liberté d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre, ce que certains ont fait, ce que d'autres n'ont pas fait. Mais je pense que l'État avait un rôle peut-être plus important à jouer à ce moment-là. Et je pense que malheureusement, c'est mal tombé aussi. On était en plein dans les élections présidentielles. Et je crois que... Non, mais je pense sincèrement que malheureusement, ça a joué, en fait. Les politiques étaient occupés à faire d'autres choses. Et on trie l'information. Évidemment, évidemment. Et je le disais pour le Bataclan, l'hypercachère, etc., il y a eu cette aide, il y a eu cet encadrement, et c'est tant mieux, mais parce que c'est tombé à d'autres périodes, et bien sûr, ça a fait beaucoup plus de bruit, parce que ça a touché les Français lambda, parce que c'était des lieux vraiment laïques, une salle de concert, etc., et la France a été marquée d'une manière différente en 2015 qu'en 2012. C'est vrai. Bah, j'espère en tout cas avec ce livre que les choses vont changer. Pourquoi pas, si les victimes peuvent être contactées, et toutes les victimes, directes, indirectes, présentes, pas présentes, parce que chacun a son préjudice à sa hauteur, si ça peut débloquer des droits, si ça peut débloquer des aides, si ça peut débloquer entre guillemets des reconnaissances, mais pas pour la gloire, des reconnaissances juste... Nous, on n'a pas été reconnus comme victimes. Voilà, mais je sais, c'est pour ça que j'en parle. Et pourtant, Eva était chez nous, les enfants, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'en fait, vous avez forcément un préjudice. Vous êtes les oncles, tantes, cousins, cousines de Arié, Gabriel, Jonathan, beau-frère, belle-sœur. Enfin, il y a forcément un préjudice moral, il y a forcément un préjudice psychologique. Et c'est quand même compliqué de voir que ce préjudice, il ne peut pas être reconnu. Et je pense sincèrement que reconnaître ce type de préjudice, ça fait partie aussi de la reconstruction. Et encore une fois, je ne suis pas sur l'aspect financier, parce qu'on n'est pas à 100 € près par mois, ce n'est pas la question. Mais la question, elle est réellement de la reconstruction. Se sentir soutenu par l'État dans lequel on vit, se sentir vraiment encadré, et se voir reconnaître un statut, des droits, ça aide aussi peut-être à se reconstruire, à se relever, à avoir une sorte de soutien, un appui. Non, c'est vrai. Tout à fait. Je pense que ça nous a manqué, nous. Les frères et sœurs. C'est évident. Ne serait-ce que pour encadrer nos enfants ou encadrer Liora qui est à la maison. Exactement. Ça n'a pas dû être facile. Alors, Jonathan, à part être un grand écrivain, non, tu es aussi avocat et aussi fondateur de l'entreprise Baby Magnette. Ouais. Baby Magnette, toujours d'actualité ? Toujours d'actualité. Je facilite la vie des parents pour changer les body sans pression. Je remplace par un aimant. Ouais, j'ai vu, c'est sympa. Alors, c'est quoi tes projets pour 2022 ? Écrire mon deuxième roman. Non, honnêtement, juste pour profiter de la vie. Enfin, moi, de toute façon, c'est ma devise. Je crois que depuis 2012, on a compris que la valeur de la vie, et que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et moi, j'ai le message d'Eva en tête à chaque fois. Alors, je suis pas parent, mais son message, il m'a toujours marqué, et je l'applique avec mes neveux et nièces, par exemple. C'est... prends le temps de leur faire un bisou avant d'aller dormir. Prends le temps de... Voilà, ça paraît tellement bête, et pourtant ça fait tellement tout que j'applique tout ça au quotidien. C'est vrai, j'ai des frissons. Alors, je rappelle le titre du livre, Toulouse, 19 mars 2012, aux éditions Albin Michel. Sur la préface, tu as écrit « Lisez, comprenez, transmettez ». Alors oui, je confirme, transmettez, c'est important. Et on peut donc se procurer le livre sur Amazon. Oui. La FNAC et même d'autres libraires indépendants qui peuvent les commander pour vous si besoin. Ouais. D'accord. Toi, Orly, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. L'émission sera diffusée donc prochainement sur Allogie le live. Vous pouvez retrouver cette interview sur Facebook, YouTube. Et puis voilà, toi, tu es sur Instagram, donc on peut aussi te retrouver. Merci Orly aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.